Bienvenue à tous sur la chaîne de Issafal Cimarron avec un nouveau concept. On aura des interviews, je ferai la promotion d'autres chaînes YouTube que je trouve intéressantes et que je voudrais partager avec vous tout simplement. Nous pourrons faire des podcasts en extérieur. Voici la chaise de l'invité. Les invités. Et donc je pourrais recevoir ici, sur cette table, comme je vous disais, nouveau concept. Alors, j'irai à l'extérieur, à la rencontre d'universitaires, d'artistes, de professionnels de tout domaine, des intervenants que nous pourrons écouter avec intérêt sur des sujets soit controversés, soit qui font polémique, soit qui sont tout simplement pas mentionnés. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, les premiers conquistadors qui arrivèrent dans le golfe du Mexique et les Caraïbes et qui ont effectivement mis des Amérindiens en esclavage, que ce soit les Aztèques, les Mayas, les Indiens Caraïbes, de l'Amazonie et du Mississippi. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces ouvrages. J'essaie de vous donner un contenu sérieux, de façon à ce qu'on puisse passer à une autre étape, plus professionnelle. Regardez donc un ouvrage sur les Mayas, peuple d'Amérique centrale, de Alain Chenevière. Et des anciennes collections des années 80-90 sur Christophe Colomb, les conquistadors. Dans l'histoire du monde, nous avons aussi l'histoire des Mayas. Avec notre ami Fernand Nathan, des gens l'aiment bien, mais des gens aussi trouvent que leur version de l'histoire passe sous silence beaucoup d'autres éléments qu'ici nous allons relever. Alors cet ouvrage, Christophe Colomb, Histoire Junior, aux éditions Hachette, Encyclopédie Connaissance. Donc voici l'exemplaire, pas très épais comme vous pouvez voir, mais il y a quelques informations qui sont notables et on va faire une petite lecture illustrée. L'illustration et le texte, les éditions. On voit que le dépôt légal est de 85, le copyright est de 1980. On peut dire que c'est une ancienne édition. On sait que du Portugal, où il fut mêlé à la vie grouillante du port de Lisbonne, où l'on parle toutes les langues connues, une grande aventure mobilise toutes les énergies du Portugal. L'exploration de la côte atlantique de l'Afrique. Resté inexploré jusqu'alors, le roi du Portugal, Alphonse V, a formé un grand projet, atteindre l'Inde et ses richesses fabuleuses, en contournant par la mer le continent africain. En 1488, le capitaine Bartolomeo Diaz double en effet le cap de Bonne-Espérance. Christophe Colomb apprend beaucoup des marins, mais aussi des savants portugais. Tout l'enjeu était d'atteindre l'Inde et la Chine en naviguant directement vers l'ouest, à travers
l'océan Atlantique, qu'on appelle alors la mer Océane ou la mer de l'Ouest. Et Christophe Colomb croit que la distance à parcourir est beaucoup plus courte. Colomb a besoin de puissants protecteurs pour réaliser son projet. Le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Justement, ils viennent de libérer entièrement leur pays des Maures, qu'il occupait déjà au temps de Charlemagne. Ils finissent par accepter le projet de Colomb en janvier 1492. À Grenade, qu'ils ont prise aux Maures après un siège interminable. Si mon projet réussit, leur a promis Christophe Colomb, de nombreux peuples, dits païens, pourront enfin connaître et partager la foi du Christ. Ce qui, entre parenthèses, nous le verrons plus tard, prêterait à sourire, vu le nombre de sources qui indiquent bel et bien que Christophe Colomb n'est qu'un nom d'emprunt, car il était un maran. D'origine juive et dut prétendre aux yeux de la société de son époque qu'il était chrétien. Qu'est-ce que l'histoire en a retenu? Mais cet argument a sans doute achevé de décider Ferdinand et Isabelle. Le projet de traverser l'Atlantique n'était pas nouveau. Des marins portugais l'avaient tenté avant Christophe Colomb. Des Maures ainsi que des Siciliens sous le règne de Roger II, supervisés par le célèbre géographe maghrébin Al-Idrissi. Certains prétendent que entre la transition des Omeyyades aux Abbassides, un certain nombre de manuscrits furent tout simplement détruits, brûlés, jetés aux oubliettes. Il apparaît tout de même dans de nombreuses sources que le monde musulman connaissait l'existence d'un continent dans la mer de l'Ouest. Il connaissait aussi les îles des archipels que l'on trouve dans les Caraïbes. Avez-vous entendu parler du voyage de Aboubakari II, roi du Mali? Saviez-vous que dès la fin du 8e siècle, des navires sont partis de l'ancien empire du Maroc? Bon nombre de documents et de matériel archéologique indiqueraient la présence des Vikings bien avant Christophe Colomb. En somme, si l'on va plus loin, on peut se demander, avec tous ces ouvrages qui mentionnent des contacts entre les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois, les anciens Grecs, faisaient-ils allusion à l'Amérique quand ils parlaient de la civilisation déchue d'Atlantis? Christophe Colomb n'était sûrement donc pas le seul à savoir qu'il y a sur l'Atlantique des vents, les alizés, qui lui permettront d'aller loin, très loin, vers l'ouest, et d'autres en sens inverse, grâce auxquels il pourra rentrer. Les financements de l'expédition, nous dit-on, viendraient en grande partie de Ferdinand et Isabelle, mais nous ne savons rien de qui a réellement financé cette expédition. En cas de succès, Ferdinand et Isabelle ont promis de lui accorder le titre d'amiral de la mer Océane. De plus, on a chargé les armateurs du petit port de Palos de fournir aux navigateurs 3 vaisseaux, la Santa Maria, la Pinta et la Niña.
les frères Pinzon et de nombreux autres membres de l'équipage étaient des maranes ou des morts. Tout est prêt à partir le 3 août 1492, lorsque les 3 navires prennent la mer. Christophe Colomb a remarqué, le premier, que l'aiguille aimantée de la boussole n'indique pas exactement le nord. Il a découvert ainsi le phénomène de la déclinaison magnétique. Lors de son premier voyage, Colomb disposait de l'arbalète, seul instrument pour repérer sa position par rapport aux astres du ciel. Parti du port de Palos à l'aube, le 3 août 1492, les 3 bateaux gagnent d'abord les îles Canaries, au-delà desquelles s'étend l'immensité des mers inconnues. C'est de là que s'effectue enfin le départ véritable pour l'aventure, le 6 septembre. La traversée dure 37 jours et 37 nuits. Christophe Colomb savait-il de sources sûres qu'un continent se trouvait à l'ouest? L'histoire a retenu qu'il n'en savait rien, jusqu'au jour où la vigie crie « Terre, où est-on au juste ?» C'est une île sur laquelle débarquent les explorateurs. On l'appelle aujourd'hui l'île San Salvador ou Watling, dans l'archipel des Bahamas. Ce 12 octobre 1492, lorsque les 3 navires jettent l'ancre, Colomb baptise aussitôt du nom de Sauveur, c'est-à-dire San Salvador. Tout de suite arrive un groupe d'indigènes, certains couverts de lourds vêtements et d'autres vêtus très légèrement. Dans les jours, les semaines qui suivent, les explorateurs vont de découverte en découverte, voguant d'une île à l'autre. Ils abordent ainsi aux îles de Haïti et de Cuba. Partout, ils sont frappés par la beauté de la nature. Colomb se croit au paradis terrestre. Et déjà, des indigènes lui ont donné de l'or, et voici que naît et croît au cœur du découvreur l'espoir d'enrichir ses rois des trésors de ce qu'on appellera le Nouveau Monde, qui est en réalité un ancien monde. Lors de son retour en Espagne, en mars 1493, Christophe Colomb est reçu en triomphe à Barcelone. Petite parenthèse, Indien. On appelle ainsi les habitants originels de l'Amérique. Christophe Colomb et les premiers explorateurs qui découvrirent ce continent crurent d'abord qu'il s'agissait des Indes, à ce qu'on nous dit, et ils appelèrent ces habitants les Indiens.